Entre l'Europe qui prépare une mission vers Vénus et un atterrisseur lunaire, des astronautes bloqués à bord de l'ISS qui s'offrent une sortie dans l'espace, la capsule Starliner de Boeing qui refait parler d'elle, le retour des vols supersoniques, la Lune et encore d'autres, les actualités spatiales se sont encore multipliées ces derniers jours. Comme chaque semaine, on va donc revoir ensemble l'essentiel à en retenir, le tout accompagné des meilleures images. Avant de commencer, et pour ne rien manquer des prochains événements, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Enfin, si vous recherchez des télescopes, des peluches en forme de planètes, cartes du ciel, météorites et autres, sachez que vous pouvez faire un tour chez AstroShop via le lien en description pour soutenir la chaîne gratuitement. Allez, sur ce, on va attaquer les actualités spatiales. Et pour commencer, une fois n'est pas coutume, je vous propose de rester en Europe et même en France. J'en parlais la semaine dernière, mais l'Agence spatiale européenne, l'ESA, travaille actuellement sur un atterrisseur lunaire. Devant entrer en service au début des années 2030, il permettra de livrer plus d'1,5 tonne de cargo sur la Lune. Qu'on parle de ravitailler un équipage en séjour sur la Lune ou de matériel scientifique robotisé, l'atterrisseur européen s'annonce tout simplement comme un élément multitâche et polyvalent pour explorer la Lune. Mais revenons d'abord quelques jours en arrière. La semaine dernière, on apprenait que l'ESA voulait attribuer le contrat de la construction de l'atterrisseur dans le courant du premier trimestre 2025. Et ça n'aura pas manqué, c'est l'entreprise française Thales Alenia Space, dont l'usine de Turin s'occupe par exemple d'une partie de la station spatiale en orbite lunaire de la NASA, baptisée Lunar Gateway, qui s'occupera de diriger un consortium européen pour construire l'atterrisseur. C'est aussi Thales qui sera maître d'œuvre sur Envision, une sonde qui devrait décoller au début de la décennie 2030. Il y a des fenêtres de lancement en 2031, 2032 et 2033 afin d'étudier Vénus. En ajoutant d'autres satellites moins marquants, ce sont ainsi 5 contrats importants décrochés par Thales en environ une semaine. Et il faut le dire, ces derniers jours, le spatial européen se porte bien. Du côté d'Ariane 6, dont le prochain vol est d'ailleurs attendu le 26 février, les choses s'enchaînent aussi. Le 28 janvier, Ariane 6 allait se voir attribuer 2 nouveaux contrats, respectivement pour la seconde génération de satellites de navigation européens Galileo, homologue du GPS américain mais plus précis, et la constellation de satellites météo et d'études du climat EUMETSAT. Pour quitter la France et se diriger vers l'Espagne, c'est la start-up PLD Space qui avance aussi sur les réservoirs de son lanceur Miura 5, qui commenceront bientôt leurs essais de remplissage. Si tout va bien, le petit lanceur, capable de placer environ 1 tonne en orbite basse, réalisera son vol inaugural début 2025 depuis le centre spatial de Kourou en Guyane, devenant d'ailleurs peut-être le, ou en tout cas un des, premiers acteurs privés à opérer depuis ce site. Mais ces derniers jours, on allait aussi énormément reparler de la Lune. Dans un premier temps, c'était à travers l'atterrisseur Blue Ghost de l'américain Firefly Aerospace qui devrait se poser sur notre satellite dans un peu moins d'1 mois maintenant. Lancé vers mi-janvier, ce dernier se porte actuellement à merveille et a même pu se passer d'une manœuvre de correction de trajectoire tant les autres étaient bonnes. Tous les feux sont donc au vert pour quitter l'orbite terrestre et propulser l'atterrisseur sur une orbite translunaire qui lui fera rejoindre la Lune, ce qui devrait arriver dans environ 5 jours. Une fois en orbite lunaire, ce sont les préparatifs pour l'atterrissage qui auront lieu environ 3 semaines plus tard. Mais malheureusement, il n'y allait pas y avoir que de bonnes nouvelles concernant la Lune. Du côté de la NASA, les choses continuent en effet de stagner pour le rover Viper. Pour rappel, le rover, devant principalement aider à cartographier et rechercher les glaces lunaires dans la zone de son atterrissage, traverse en effet une crise majeure. Ce dernier avait en effet vu son développement arrêté il y a quelques mois. Entièrement construit, la dernière étape avant son lancement était de mener des essais au sol pour s'assurer de son bon fonctionnement. Mais ces essais, qui permettent de repérer de potentiels défauts et problèmes, coûtent en effet malheureusement très cher, et ça allait mener à l'abandon pur et simple du rover. Mais seulement voilà, le rover est là et il faut bien en faire quelque chose. La NASA allait ainsi lancer un appel d'offres assez rapidement afin de transférer le rover à une entreprise privée. Cette dernière, qui devra respecter le profil de mission de Viper, devra ainsi prendre en charge son intégration, son lancement et son voyage jusqu'à la Lune à bord d'un atterrisseur commercial, ce qui évidemment en fait un sacré challenge avec un rover de 430 kg. La NASA a ainsi annoncé une nouvelle sollicitation d'offres d'acteurs privés et devrait rendre son verdict sur l'avenir de Viper dans le courant de l'été, mais disons-le, il semblerait que les choses soient encore loin d'être gagnées pour Viper. Si certaines rumeurs avaient en effet fait état d'une volonté de reprise de la part de Firefly Aerospace, dans les faits, rien ne permet de confirmer quoi que ce soit, et le mieux sera encore d'attendre pour en reparler.
Et puis, dans un autre registre, on allait aussi avoir droit à un nouveau chapitre dans la saga Starliner. Pour rappel, la capsule spatiale de Boeing avait décollé le 5 juin avec à bord les astronautes Butch Wilmore et Sunita Williams. Il s'agissait de son dernier vol de qualification et premier vol habité avant des vols commerciaux pour la NASA, vol qui devait durer en tout une dizaine de jours. Mais des problèmes de ses propulseurs allaient constamment repousser la date du retour de la capsule, qui finit par rentrer sur Terre à vide, mais avec succès, le 7 septembre. On allait dans la même période avoir droit à une cacophonie sans fondement qualifiant les astronautes de bloqués dans l'espace, mais il faut savoir que le retour sur Terre a toujours été plus ou moins possible. Soit en surchargeant la capsule Dragon de SpaceX à l'aura Maria l'ISS dans le cadre de la mission Crew 8, ce qui peut être hélas dangereux, soit en utilisant la capsule Dragon suivante de Crew 9, option qui aura finalement été retenue. La capsule de Crew 9 a ainsi décollé avec 2 astronautes au lieu de 4 et doit ramener les astronautes de Starliner à son bord lors de son retour. Le problème, c'est qu'afin de maintenir des rotations d'équipage, eh bien, en général, un équipage ne part pas tant que l'autre n'est pas arrivé afin d'opérer la section de l'ISS, russe ou américaine, concernée. Crew 9 rentrera ainsi après l'arrivée de Crew 10 et le retour devait initialement se faire en février. Sauf que, pour Crew 10, SpaceX inaugurera une nouvelle capsule Dragon Crew, la dernière prévue d'ailleurs, et l'entreprise a eu quelques problèmes poussant à décaler le retour de Crew 9 jusqu'à avril. En attendant, les astronautes de Starliner, qui se portent bien, ont réalisé ce 30 janvier une sortie dans l'espace de 5h26 pour la maintenance de l'ISS, faisant ainsi de Sunita Williams la femme ayant passé le plus de temps en sortie spatiale, avec un total de 62 heures dans l'espace sur 9 sorties. Vous voyez d'ailleurs ici l'ISS et les astronautes photographiés avec un télescope depuis la Terre lors de la sortie. Les crédits photo, qui est une photo amateur, seront en description. Enfin, du côté de la Starliner, les choses sont complexes mais elles bougent. Le dirigeant en charge de la fabrication de la Starliner chez Boeing a été remplacé et l'entreprise, qui a perdu 500 millions dans sa capsule l'année passée, semble arriver tout doucement au bout de ses ennuis. Même si on ne sait toujours pas quand Starliner revolera, ni si ce sera un vol de qualification supplémentaire à vide ou avec des astronautes. Dans un autre registre, on allait aussi avoir l'occasion de reparler de la lune de Jupiter, Io. La Lune, d'une taille comparable à la nôtre, présente en effet un volcanisme intense, rendu possible par l'effet de marée colossal de Jupiter qui malaxe et réchauffe ses entrailles. Cette dernière avait en effet été survolée à plusieurs reprises par la sonde Juno, en orbite autour de Jupiter, avec 2 survols rapprochés en décembre 2023 et février 2024, ainsi que des plus éloignés en avril, octobre et décembre 2024. En utilisant une caméra infrarouge utilisée pour sonder en général les couches de nuages de Jupiter, les équipes de la NASA ont observé une éruption volcanique particulièrement intense et vraisemblablement même la plus intense jamais observée sur Io. Alors ce n'est pas directement l'éruption qui a été détectée mais le point chaud créé en surface qui s'étend sur plus de 100 000 km², soit à peu près la taille de l'Islande. Enfin, pour terminer avec les actualités et parler encore un peu de fusées, on notera que l'Inde développe aussi un moteur utilisant le duo méthane-oxygène utilisé sur le Starship ou New Glenn. Ce moteur, qui équipera la famille de lanceurs NGLV, vient de passer l'étape du design préliminaire et devrait voler sur son lanceur vers 2035. Enfin, dans un registre assez différent, on notera que ce 28 janvier, l'entreprise américaine Boom est devenue la première à réaliser un vol supersonique avec un avion développé en dehors d'un programme d'État, donc une entreprise privée, avec son objectif de faire revoler des avions supersoniques commerciaux dans la décennie 2030, la start-up pourrait aussi s'avérer particulièrement intéressante à suivre, même si le chemin sera encore assez long. Un dernier vol est encore prévu avant la mise à la retraite du prototype et la construction du premier exemplaire plus commercial. Mais bref, sur ce, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.